Bonjour à tous, je m'appelle Noémie Silberg, j'ai 41 ans, 2 enfants, je suis veuve et je suis heureuse. Et oui, c'est possible. J'ai écrit un livre dans lequel je raconte la traversée de cette épreuve. J'explique que j'ai réussi à vivre après Marc grâce à mes ressources. Les ressources, c'est ce qui est en nous ou autour de nous et qui nous aide à surmonter une épreuve. S'identifier, se sentir moins seul, soutenu, compris, c'est ce qui fait du bien quand on traverse une épreuve. Les personnes que vous allez écouter raconter leur histoire, leur expérience, ont su puiser en elles les ressources grâce auxquelles elles ont réussi à rebondir, à aller mieux, à se réinventer. Elles nous confient leur kit de survie, leurs outils, leurs clés, toutes ces petites choses concrètes, pratiques, souvent évidentes, parfois cocasses, qui leur ont permis de se relever, de vaincre, de combattre et de surmonter ce putain d'obstacle. Alors inspirez-vous et trouvez vos propres ressources. Bonne écoute. Jessica Torgman est psychologue, psychothérapeute et elle exerce à Paris. Mais elle est bien plus que ça. Mon amie, ma sœur de cœur, celle qui par sa présence bienveillante, ses mots justes et son amitié indéfectible m'a conseillée et soutenue pendant la maladie de Marc. Jessica est spécialisée en EMDR, une thérapie post-traumatique grâce à laquelle j'ai travaillé sur mes ressources, une thérapie qui m'a considérablement apporté et que je ne cesse depuis de recommander. Si j'interviewe Jessica aujourd'hui, c'est pour partager avec vous ses compétences en EMDR et sensibiliser ceux qui pourraient en avoir l'utilité, mais surtout parce que j'aurais rêvé l'avoir comme psy. Bonjour Jessica. Bonjour Noémie. Est-ce que tu peux nous raconter avec tes mots d'expert, de sachant, ce qu'est le MDR, dans quel cas c'est préconisé, à quoi ça sert, son efficacité? On veut tout savoir sur le MDR. Alors, le MDR, c'est une approche thérapeutique qui est préconisée par l'OMS dans le traitement du traumatisme. C'est une approche qui vient de Chicago, qui est assez récente, qui a été théorisée par Francine Shapiro dans les années, je crois que c'était en 1987. Et c'est les initiales de Eyes Movement, Desensitization and Reprocessing. Ça a été mis en place, expérimenté à l'origine sur les vétérans de la guerre du Vietnam. Et ensuite, ça a été généralisé sur différents types de traumatismes. Le mot traumatisme, souvent les gens disent « mais moi, j'ai pas de traumatisme ». Il est très subjectif. Un trauma, c'est un épisode de vie, quel qu'il soit, qui n'a pas été digéré et traité correctement par une personne. Donc, ça peut être un accident, une agression, un deuil traumatique, mais ça peut être aussi des tout petits épisodes de vie qui peuvent paraître anodins, mais qui, pris dans une répétition ou un contexte, vont devenir traumatiques. Ok. Et tout le monde, comment est-ce qu'on se... il faut détecter soi-même un problème, un traumatisme. Est-ce qu'il faut cibler tout de suite l'épreuve, le drame, le trauma, ou comment est-ce qu'on va le chercher, en fait? Il y a deux types de patients. Il y a des patients qui viennent au cabinet en disant « voilà, moi je veux faire de l'EMDR parce que j'ai vécu un trauma ». Et ils ont un trauma identifié qu'ils amènent directement. Et tu as d'autres personnes qui arrivent avec un symptôme, qui disent « voilà, moi j'ai un trouble anxieux ou j'ai une phobie » ou quel que soit le symptôme. De toute façon, un symptôme, quel qu'il soit, n'est autre que la manifestation d'une problématique. Donc, quelle que soit l'approche thérapeutique, on ne travaille pas avec le symptôme, on travaille avec ce qui est derrière. Et en EMDR, l'approche consiste à aller chercher quel est le trauma qui est sous-jacent. Donc, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, un trauma, c'est très subjectif. En tout cas, quel est l'épisode de vie qui n'a pas été correctement traité par cette personne et qui n'est pas digéré aujourd'hui? Généralement, on a besoin de combien de séances de MDR pour régler un traumatisme, quel qu'il soit? Est-ce que c'est en fonction de la gravité du traumatisme, d'ailleurs, ou pas du tout? Non. Alors, là aussi, il y a deux configurations possibles. Il y a ce qu'on appelle le trauma simple et le trauma complexe. Le trauma simple, ça ne veut pas dire que c'est moins grave. C'est juste que c'est un épisode ponctuel, isolé, voilà, dans la vie de la personne, qui n'interagit avec rien d'autre de son parcours de vie.
Donc, quand c'est du trauma simple, on va venir traiter une situation précise. Comme un chirurgien. Exactement. Et donc là, ça peut aller très vite, même quand c'est des cas qui sont terribles. Tu vois, ça me fait penser, moi, à la toute première patiente que j'ai eue quand j'ai eu ma certification EMDR. C'est une femme qui est venue pour un deuil d'enfant. Elle avait perdu sa fille quelques mois auparavant, qui était une adolescente en souffrance depuis longtemps, qui souffrait d'anorexie lourde et qui avait choisi de mettre fin à ses jours. Donc, cette patiente, comme tu peux l'imaginer, quand je l'ai vue arriver dans mon bureau, moi je venais d'avoir ma certification, j'ai appelé mon superviseur et je lui ai dit, écoute, je vais t'envoyer quelqu'un parce que je me sens pas capable en fait de la prendre en charge, cette femme. Je pensais pas qu'une approche thérapeutique pouvait faire autant dans une configuration comme celle-là. Parce qu'en plus de la perte, tu as la culpabilité, bon, tu vois, ça mêlait des choses que je trouvais insurmontables. Et alors, mon superviseur, qui est extraordinaire, m'a dit non, pas du tout, tu vas y aller, je vais te superviser et tu vas y aller. Et assez rapidement, à ma grande surprise, au bout de quelques séances, c'est elle qui m'a dit, vous savez, je crois que j'ai plus besoin de venir. Et je pense que si ça n'était pas venu d'elle, je n'aurais pas pu, moi, l'amener tellement ça me paraissait extraordinaire que cette méthode puisse avoir un tel impact et si rapidement, parce que cette femme, je crois qu'on a dû faire 6-7 séances. Ah oui. Donc c'est quand même relativement court. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est pas la gravité du traumatisme qui détermine la durée du traitement. Donc ça, c'est pour les cas de trauma simple. Et les cas de trauma complexe, c'est des épisodes de vie qui généralement ont lieu dans l'enfance, qui ont eu donc une répercussion sur la façon dont la personne s'est construite au niveau de son identité. Et ça peut être des choses très lourdes comme des pertes, des abus. Moi, dans ma patientèle, j'ai beaucoup d'abus sexuels dans l'enfance. Mais ça peut aussi être des choses un peu plus anodines. Comme quoi ? Une forme de maltraitance psychologique dans l'éducation. Une forme de perversion dans la parentalité. Et c'est des choses qui peuvent paraître un peu inaperçues, parce que c'est pas frontal, mais inscrit dans une répétition, ça vient comme des micro-traumas construire une identité fragile. Donc ça, c'est du trauma complexe. Et donc, dans ces cas-là, il y a plus de situations à travailler parce que ça vient se répercuter dans beaucoup de choses du quotidien et surtout dans la façon dont la personne s'est construite. Donc le trauma complexe, ça peut prendre plus de temps. Ça peut aller... J'ai des patients dans ce cadre-là que j'ai suivis pendant 2 ans, mais avec quand même des résultats assez rapidement. Tu vois, je pense à une patiente qui a été abusée par son grand frère entre ses 5 ans et ses 20 ans. Et qui est venue me voir après la naissance de son 2e enfant. Elle a réussi à mettre ça derrière elle une bonne partie de sa vie. Et la naissance du 2e a été un déclencheur parce qu'il y a eu un épisode avec ce grand frère au moment du baptême qui a fait remonter des choses. Et à partir de là, elle n'a plus été capable de s'occuper de son enfant, du premier aussi d'ailleurs. Elle avait ce qu'on appelle des phobies d'impulsion, c'est-à-dire qu'elle avait la peur de leur faire du mal, le même type de mal qu'elle avait subi. Donc elle ne pouvait plus leur faire un câlin, les prendre dans les bras ou changer la couche, donner le bain. Donc c'était devenu très très handicapant dans son quotidien. Ces symptômes-là, ils ont disparu très rapidement. En 4-5 séances, elle a pu s'occuper à nouveau de ses enfants. Après, la prise en charge en elle-même, elle a duré plus longtemps parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses à retraiter. Mais les résultats sont assez rapides. Et donc, peu importe que le traitement du traumatisme soit éloigné de la date du traumatisme ? Il n'y a pas de Parce qu'il y a souvent une amnésie traumatique. Oui. Alors, pareil, c'est pas le même protocole. Quand on traite des gens qui viennent de vivre un épisode traumatique, on utilise ce qu'on appelle un protocole trauma récent. Donc, c'est une façon de travailler qui est complètement différente et on ne vise pas les mêmes choses. Et après, quand c'est des épisodes qui ont plus d'1 an et sans limite maximale de temps, on utilise le même protocole et on travaille de la même façon.
Et tu dirais que l'efficacité de l'EMDR, c'est quoi? C'est du 100%? Tu vas arriver à une digestion, pour parler vulgairement, du traumatisme, forcément à la fin. C'est quoi? Quelle est son efficacité finalement? Souvent, les personnes me demandent quelle est la différence avec l'hypnose. Alors, je connais très peu l'hypnose parce que je ne suis pas hypnothérapeute, mais ce que j'en connais, c'est que déjà, il y a un objectif préalablement établi entre le praticien et le patient. Et donc, le praticien, durant la séance, va venir induire ou mettre en place des choses pour que le patient atteigne l'objectif établi. En EMDR, il n'y a pas d'objectif à part le retraitement de l'information traumatique. Ouais. Donc déjà, le praticien ne vient rien induire. Et au contraire, il intervient le minimum possible parce que on ne sait pas exactement à l'avance par quoi est-ce que le patient a besoin de repasser. En fait, on parle de revisiter le trauma. Donc on ne sait pas exactement par quel souvenir précis il va passer pour retraiter le trauma. Donc on n'intervient quasiment pas pendant les séances et on le laisse associer et cheminer d'une pensée à une autre, d'une idée à une autre. Et la deuxième grande différence avec l'hypnose, c'est que le patient n'est absolument pas dans un état différent de celui dans lequel il est en arrivant en consultation. Malgré qu'il y ait des mouvements oculaires, on va en parler durant les séances, ce n'est pas des mouvements oculaires qui vont mettre le patient dans un état particulier. Et donc, encore une fois, contrairement à l'hypnose, il n'y a pas de patient réceptif ou pas réceptif. On vient agir de manière neurophysiologique, c'est des connexions neuronales qui interviennent en EMDR pour permettre le retraitement d'une information. En fait, on dispose tous d'un système de traitement de l'information qui est inné. Quand on est en train de conduire, on voit qu'on met en place des actions sans trop réfléchir. On traite l'information naturellement. Et lorsqu'il y a une information qui est traumatique, ce système de traitement de l'information, il arrive, c'est pas systématique, il y a des gens qui ont une très bonne résilience et qui dépassent tout seuls les traumas, mais en tout cas, il peut arriver parfois que l'information soit pas traitée correctement ou soit pas traitée du tout. Et donc, ce qu'on cherche à faire en EMDR, c'est de venir réactiver de manière un peu artificielle ce système de traitement de l'information pour donner une seconde chance à l'information d'être traitée et d'être digérée. Donc, il n'y a pas de gens qui ne sont pas réceptifs à ça parce que c'est vraiment des connexions neuronales avec la mémoire traumatique. Après, il y a des gens qui ont plus de défense, plus de résistance. C'est souvent le cas chez les gens qui ont vécu des gros traumas et il ne faut pas les toucher, ces défenses-là, parce que c'est ce qui leur permet aussi de tenir debout, donc il faut les respecter. Donc on va à leur rythme. Il y a une autre difficulté aussi, c'est les patients, au contraire, qui n'ont pas beaucoup de défense rigide, mais qui au contraire sont très très débordés par leur trauma et qui vont avoir tendance à rapidement se dissocier. Ça veut dire sortir un peu de leur corps, ne plus faire la différence entre ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, le présent et le trauma. Et donc, avec ces patients-là, il y a des précautions importantes à prendre. Un travail de renforcement des ressources, justement, qui peut allonger un petit peu la prise en charge. Mais en tout cas, il n'y a pas de patient avec qui ça ne fonctionne pas. D'accord. Et on va reparler des ressources évidemment après, mais j'aimerais bien que tu nous dises comment se passe en fait une séance de MDR, quelle est la part de parole avec le praticien, la part d'exercice, enfin c'est pas le mot, mais de mouvements oculaires. Je crois aussi, pour l'avoir fait, qu'on peut utiliser une autre technique que le mouvement oculaire, je crois le tapping, mais j'aimerais bien que tu nous expliques tout ça. Comment se déroule une séance, grosso modo? Oui, alors juste avant ça, je voudrais aussi préciser, parce que c'est important, qu'on ne va pas travailler de la même façon avec un patient qui est en train de vivre un traumatisme et un patient qui vient parce qu'il a vécu un traumatisme. Donc un patient qui vient pour travailler la digestion de quelque chose de passé, on va travailler sur le retraitement de l'information comme je viens de te l'expliquer. Et un patient qui vient parce qu'il est en train de vivre une épreuve difficile, on va travailler sur les ressources. Et donc là, ça va être différent. Et l'objectif, ça ne va pas être la digestion de l'information, mais ça va être déjà de faire prendre conscience à cette personne qu'il est capable de se confronter à ce qu'il est en train de vivre. Et deuxièmement, de lui donner des ressources
pas vraiment de lui donner d'ailleurs, de renforcer les ressources qu'il a en lui, de les identifier et de les renforcer. Et de lui en faire prendre conscience. Voilà, exactement. Pour lui permettre de passer dans une position active et de ne plus uniquement subir le drame qu'il est en train de vivre. Donc, le déroulement de la séance, on reçoit le patient. La première séance, le patient va exposer son histoire, son parcours. On va déjà, en tant que praticien, repérer ses ressources et voir si c'est quelqu'un avec qui on a un travail préparatoire important à faire en amont ou pas. Et par ailleurs, identifier si le MDR est une bonne indication pour cette personne. Et donc oui, il y a certains patients qui ont plus besoin d'un accompagnement thérapeutique. C'est vrai que ces patients-là, bien sûr que le MDR pourrait être intéressant pour eux, mais si on voit qu'ils ont besoin plus d'être dans le dialogue, d'avoir un accompagnement thérapeutique qui va durer longtemps et d'être dans quelque chose qui va plus passer par la parole et l'interaction, le MDR n'est pas la meilleure indication, parce que ça risque, justement, le déroulement des séances que je vais t'expliquer, risque d'être un peu frustrant pour ces patients-là. C'est des séances où il y a peu d'échanges. Alors, à part les premières séances où le patient expose son histoire, on commence à mettre en place un plan de traitement dans sa tête pour comprendre comment est-ce qu'on va prendre en charge ce patient. Et après, on établit ensemble ce qu'on appelle un plan de ciblage, c'est-à-dire qu'on va identifier quels sont les épisodes de vie qui n'ont pas été correctement traités, qui ne sont pas digérés et qui sont en lien avec la symptomatologie que présente ce patient. Parce qu'on ne va pas traiter tous les épisodes de vie que le patient n'a pas digérés. Le patient, il vient pour un problème, il expose une souffrance. Et c'est très important chez les patients qui ont vécu un trauma de répondre à leurs demandes. Ils ne viennent pas pour une prise en charge globale. Ils viennent pour une chose et il faut y répondre. Donc on va d'abord identifier qu'est-ce qui est sous-jacent aux symptômes qu'il présente, à la souffrance qu'il expose. Et une fois qu'on a identifié ces épisodes de vie, et alors généralement les épisodes sont plutôt conscients, mais pas forcément identifiés comme étant en lien avec ce que le patient présente. Donc ça, c'est un travail qui peut prendre plusieurs séances, ça dépend des patients. C'est l'établissement de ce plan de ciblage et d'aller identifier ce qu'on va retraiter ensuite lors des séances où interviennent les mouvements oculaires. Et ensuite... C'est un état des lieux, finalement. Exactement, ça va être un peu notre fil conducteur de toute la prise en charge. Et souvent, on identifie un certain nombre, on appelle ça des cibles, nous, en EMDR, donc c'est des épisodes de vie, des souvenirs assez précis. Le patient va nous dire, je me rappelle, en 6e, en cours de maths, donc c'est vraiment des moments assez précis. Et souvent, on ne les retraite pas tous, parce que quand on en traite 1, 2 ou 3... ils sont liés, donc indirectement ça retraite les autres. Et une fois qu'on a fait ça, on va retraiter un par un ces souvenirs-là, ces cibles. Il y a plusieurs façons de faire. Soit on démarre par le souvenir le plus ancien, parce qu'on identifie qu'il y a plus de chances que ce soit celui qui est le plus à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui. Soit lorsque le patient nous dit, celui-là, vraiment, je ne me sens pas connecté, pour moi, ça ne fait pas sens. On respecte ce que ressent le patient. Dans ces cas-là, on va choisir de commencer par le souvenir le plus perturbant, parce que c'est celui qui prend le plus de place et avec lequel le patient est le plus connecté. Et il y a un troisième cas de figure pour les patients qui sont vulnérables et très fragilisés par leur trauma, très en souffrance. Là, on peut choisir de commencer par le souvenir le plus récent, parce que ça va être le souvenir, entre guillemets, le plus facile à retraiter, et donc ça va libérer de l'énergie psychique et donner des ressources à ce patient pour après aller retraiter des souvenirs plus difficiles. Donc on prend les souvenirs un par un, généralement on passe plusieurs séances sur le premier souvenir, et puis les souvenirs suivants vont plus vite, et là on se met, on appelle ça en bateau croisé, c'est-à-dire en diagonale, de façon à ce que quand j'ai ma main comme ça, le bout de mes doigts soit à hauteur des yeux du patient. Et donc les mouvements oculaires, c'est des mouvements latéraux, comme ça, de droite à gauche, que le patient suit sans bouger la tête. Donc on fait une série d'une 30aine de mouvements oculaires,
Puis on dit au patient, voilà, faites une pause. Donc seuls les yeux bougent. Uniquement les yeux bougent. Faites une pause, prenez une grande respiration et puis dites-moi ce qui est là maintenant. On amène le patient à laisser, à accueillir ce qui se passe en lui, sans faire d'efforts particuliers. Et donc là, on voit au fur et à mesure de la séance, le patient qui chemine. C'est vraiment on favorise la libre association et cette idée d'avoir sa pensée qui fait des ponts d'un souvenir à un autre, d'une idée à une autre. Parfois et souvent, il y a des sensations corporelles qui se manifestent. Très souvent, chez les personnes qui ont vécu des abus sexuels dans l'enfance, parce que c'est des traumas qui se logent dans le corps, parce que ça intervient souvent à un moment de la vie où le patient est trop petit pour se représenter, pour se formuler à lui-même ce qu'il a vécu. Et donc, il n'y a pas eu de mots à l'époque qui ont pu être posés, et c'est le cas encore aujourd'hui à l'âge adulte, et souvent, dans ces prises en charge-là, toute la séance se fait sur des sensations corporelles où en fait le patient est en train de revivre les sensations corporelles qu'il a eues au moment de l'agression. Et donc, généralement, une séance dure quoi ? 45 minutes, 1 heure ? 1 heure et parfois 1h30. En tout cas, moi, dans ma pratique, tous les patients traumas récents, je les garde 1h30 parce qu'en fait, on leur permet d'avancer plus vite en 1h30. Et puis, c'est des séances qui sont éprouvantes. Donc, on a envie de rapidement atteindre le moment où ça va aller mieux pour le patient. Et les patients que je sens très vulnérables sur des traumas très lourds, où je sais que ça va faire remonter beaucoup de choses, au début, je fais 1h30. En fait, les premiers temps de la prise en charge sont les plus difficiles. Donc, en faisant des séances d'1h30, très rapidement, on dépasse ce moment le plus difficile de la thérapie et ensuite, on repasse sur des séances d'1 heure. Mais la majorité, c'est des séances d'1 heure. Et comment est-ce qu'on arrive à comprendre, que ce soit toi ou le patient, que la digestion est faite ? C'est pas la subjectivité du praticien qui détermine lorsqu'une prise en charge est terminée. Le MDR, c'est un protocole qui est très standardisé, où on passe par plusieurs étapes avec le patient, et on passe à la deuxième étape que lorsque la première est validée, la troisième quand la deuxième est validée, et ainsi de suite. Donc nous, on a des repères très précis qui nous permettent de déterminer lorsque la première étape est terminée. Et une prise en charge est terminée lorsqu'on est arrivé à la dernière étape. Et de toute façon, les patients nous le disent, ils nous disent je vais mieux, voilà, ça c'est réglé, et on le voit tout de suite. Et en fait, ça permet pour le patient, pour résumer, de pouvoir vivre avec ce traumatisme, ce qui était jusque-là très difficile pour lui. Exactement. L'objectif, c'est en aucun cas de diminuer ce que le patient a vécu. Parfois en hypnose, je crois qu'il y a certaines indications où on cherche à venir mettre de côté certaines choses. En tout cas, en EMDR, c'est pas l'approche. C'est vraiment un travail de deuil et de digestion. D'ailleurs, en fin de thérapie, les patients nous disent c'est derrière moi, c'est du passé. Ils sont capables, alors ce sera jamais facile, agréable de repenser à leur trauma, mais ils sont capables de dire c'est fini, ça a été un épisode difficile de ma vie, mais aujourd'hui c'est terminé, et surtout d'y repenser sans être dévasté, et que ça n'ait plus de répercussions dans le présent. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire, peut-être tu as un exemple, tu en as donné un tout à l'heure, mais un exemple un peu très, très symptomatique, très révélateur des bienfaits et de l'efficacité de l'EMDR ? Je vais te reparler de ma toute première patiente qui était venue pour le deuil de sa fille. Assez rapidement, je l'ai vue arriver en séance changer physiquement. Dire que, bien évidemment, qu'elle portera toute sa vie en elle cette douleur, ça, personne ne pourra lui enlever. Et puis, je vais te dire même, je ne pense pas que ce soit souhaitable. Ça fait partie d'elle et de ce qu'elle est. Oui. Mais elle a repris, alors c'était une femme très coquette, elle a repris le sport, elle a recommencé à se maquiller, à se coiffer, à voyager avec son mari. C'était son enfant unique qu'elle a perdu. À refaire des dîners avec ses amis. Donc, à reprendre une vie et une énergie, entre guillemets, normale, même si elle portera toujours en elle cette douleur. Mais elle a retrouvé un quotidien
et une normalité dans son quotidien. Est-ce que tu peux nous parler des ressources? Est-ce qu'on peut déjà faire un début de travail tout seul sur ces ressources? Est-ce qu'on peut y réfléchir? Et est-ce que tu peux nous en parler? En tout cas, en EMDR, quand on travaille sur les ressources avec un patient, là aussi, c'est un protocole qui est assez standardisé. On va demander au patient d'identifier de quoi il aurait besoin comme qualité pour être capable de surmonter ce qu'il est en train de vivre. Donc le patient va identifier 3 qualités. Alors ce qui revient souvent, c'est la force, la confiance en soi, des qualités de ce type. Et ensuite, on va dire à ce patient, quand est-ce que vous vous rappelez avoir déjà disposé de ces qualités-là dans votre vie? Alors, pareil, on les prend une à une, les qualités. Et déjà, en prenant conscience qu'on y a déjà fait appel, que finalement, on en dispose et qu'on peut y avoir recours à nouveau, ça, en soi, c'est une ressource. Alors après, dans le cadre de la séance avec un praticien EMDR, nous, on va venir renforcer ça. Alors là aussi, par le biais de mouvements oculaires, quand on fait un travail sur les ressources, c'est des mouvements oculaires qui sont lents, où on cherche à renforcer quelque chose chez le patient. Donc, on va les rendre plus accessibles, plus disponibles, pour que le patient puisse s'en servir et que ça l'aide dans son quotidien. Et toi, finalement, ta pratique de l'EMDR, ça constitue l'essentiel de ta pratique? J'ai pas toujours travaillé de cette façon-là. Moi, j'ai un diplôme de psychologue clinicien universitaire classique. Et alors, le trauma m'a toujours beaucoup intéressée. Même en tant qu'étudiante, j'avais fait des mémoires, c'était quelque chose qui me plaisait. Et assez rapidement, dans ma patientèle, j'ai eu beaucoup de femmes qui avaient vécu des abus, beaucoup de traumas. Alors, est-ce que parce qu'on est meilleur dans ce qu'on aime faire, je ne sais pas. En tout cas, j'ai eu une patientèle trauma rapidement et je me suis aperçue qu'avec ma formation universitaire, je pouvais bien sûr faire un travail très intéressant avec ces patients-là, mais qu'au bout d'un moment, c'était pas suffisant. Qu'il y avait l'étape d'après que je n'arrivais pas à passer avec ce bagage-là. Et c'est mes patientes, en fait, qui m'ont fait réfléchir sur ma pratique. J'avais discuté à l'époque avec quelqu'un qui faisait déjà de l'EMDR depuis 10 ans, qui m'a dit une phrase qui m'a marquée et que je pourrais dire aujourd'hui. Elle m'avait dit si je n'avais plus cet outil, j'arrêterais de travailler. Et c'est vrai qu'au début, j'ai fait cette formation parce que j'avais envie de voir. Et quand j'ai commencé à mettre en application ce que j'avais appris, je me suis aperçue que, en tout cas, dans la prise en charge de patients traumatiques, effectivement, on obtient des choses avec le EMDR qu'on n'obtient pas avec une approche plus classique, que je continue à pratiquer, l'approche en face-à-face, plutôt freudienne, à laquelle j'ai été formée. Je pense que dans certains cas, c'est une bonne indication. Et qu'auprès de patients traumatiques, ça l'est, mais que ça n'est pas suffisant. Donc c'est très satisfaisant finalement pour un praticien de voir des effets aussi importants et souvent rapides chez la personne qu'on traite. Oui, c'est vrai que de pouvoir matérialiser ce qu'on apporte aux patients, c'est une grande satisfaction. Souvent, les gens de mon entourage me disent « Mais comment tu fais ? Ça doit être très dur. » Non, parce que même si bien évidemment que je suis souvent touchée par ce que me confient mes patients, je sais que je suis formée à un outil qui va vraiment les aider. Et donc, on n'est pas dans cette approche juste empathique, bien sûr qu'on est empathique, mais on est dans une approche, dans une écoute, active, où tout ce que le patient nous dit, nous, on active dans notre tête tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a déjà utilisé, et on se dit, voilà, avec ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Et cette approche très, très active, cette écoute active, permet
d'être dans l'après. Voilà, on sait déjà où ça va aller. Et ça, c'est une grande satisfaction. J'aimerais que tu nous dises, peut-être que tu as d'autres précisions à nous apporter sur le MDR, mais j'aimerais sinon qu'on termine par que tu nous dises quelques mots sur le lieu sûr. Oui. Le lieu sûr, c'est une méthode de relaxation qu'on utilise beaucoup en EMDR, notamment après une séance difficile, pour permettre aux patients de revenir à un état émotionnel plus stable. On ne termine jamais une séance comme ça. C'est-à-dire que soit la séance se termine sur un moment où le patient, ça y est apaisé, où il y a quelque chose de son histoire qui a été digéré et c'est redescendu. Et si ce n'est pas le cas, parce que parfois, et même souvent, ce n'est pas en une séance que ça se fait, on finit la séance par quelque chose qui va venir contenir ce qui n'a pas encore été digéré. Donc, il y a plusieurs exercices, et le lieu sûr, ça en fait partie. Ça consiste... Alors, ça se travaille avant, hein. On ne l'aborde pas la première fois à la fin d'une séance difficile. C'est quelque chose qu'on fait avant de démarrer les séances avec mouvement oculaire. On identifie au préalable un lieu, réel ou imaginaire, qui représente pour le patient le calme et la sérénité. Et on va l'installer avec lui. Alors là aussi, on interviennent des mouvements oculaires lents pour installer un lieu et installer tout ce qui est associé à ce lieu pour lui. Donc une fois que le patient est connecté à ce lieu, il va ressentir des sensations agréables. Donc pareil, de détente musculaire, de relaxation, on va les renforcer, là aussi avec des mouvements oculaires lents. Puis on va lui demander d'identifier un mot qui représente pour lui ce lieu. Et ça aussi, on va l'installer. Et donc une fois que tout ça est installé, on va pouvoir utiliser le lieu sûr à la fin d'une séance difficile, ou même le patient, chez lui, lorsqu'il sent que, qu'il y a des choses qui remontent, que c'est pas facile, qu'il se sent angoissé, il peut faire le lieu sûr tout seul, et on apprend au patient comment faire le lieu sûr tout seul. Et comme les choses ont été installées au préalable, eh bien, on dit au patient de repenser au mot. On appelle ça le mot-clé. Et comme ça a été installé, eh bien, de penser au mot, ça permet au patient de tout de suite avoir l'image, enfin tout de suite, au bout de quelques secondes, l'image et les sensations corporelles agréables qui y sont associées, qui vont se déclencher et qui vont agir comme quelque chose de relaxant. Merci beaucoup Jessica de nous avoir éclairé sur le MDR. Je suis tellement convaincue de son efficacité que je suis vraiment très heureuse de le partager et j'espère que ça pourra inspirer et aider les personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi.